voilà, je m'appelle Daniel Lévy et je défends. On n'entend pas. Maintenant, oui. Et je défends le livre écrit par mon homologue Marc-Léopold Lévy. Et je vais commencer, qui est passionnant autrement que les deux précédents. Mais pas Mais plus. pas moins. Mais pas moins. Je vais commencer par vous raconter en une minute comment j'ai rencontré Marc Lévy et comment Marc-Léopold Lévy m'a rencontré. Ça se passe à Vincennes dans les années 70, donc il y a 50 ans, dans un amphi, un des amphis de département de psychanalyse. On est déjà tous les deux branchés psychanalyse. Et voilà une espèce d'Olibrius déguisé en russe qui se lève dans l'amphi et qui commence avec un ton éloquent. Eros et Tatanos. Tout l'amphi écroulé de rire. Et Marc-Léopold Lévy, c'est lui, fait ce qu'il faut. Il se rassoit. Et puis, il y a une suite. Son lapsus va lui servir à quelque chose. Il va rechausser ou chausser ses tatanes psychanalytiques et nous donner 30 ans plus tard, puis 50 ans plus tard, les deux livres qu'il a publiés chez RS. Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? J'ai pas envie de lire mon texte, il est tard. Ce qui me les fait juger importants, qui me fait juger que ce sont des livres de fond, c'est parce que Marc Lévy apporte des éclaircissements à la psychanalyse. Il éclaire les coins sombres. Il éclaire là où on ne voit pas clair. Là où on risque effectivement de se bloquer dans des positions de pouvoir, de perplexité, d'immobilité. Il a deux moyens pour imposer cette façon de rendre la psychanalyse à la fois concrète et plus claire, lumineuse même, évidente. La première, c'est qu'il parle la langue de tout le monde, c'est-à-dire qu'il écrit dans le registre de la parole. Il n'écrit pas en langue ni psychanalytique, ni politique, ni historique. Il écrit comme on cause. Honorant ainsi le fait que la psychanalyse se passe dans la parole. Bien sûr, la langue est en dessous, mais c'est la parole qui fonctionne. Si vous écoutez un peu les gens parler comme vous parlez tous les jours, qui fonctionne presque exclusivement par métonymie, métaphore et opposition phonématique. Donc, pour passer au niveau théorique, il faut sauter à un autre niveau. Donc, Marc Lévy utilise la parole pour parler de cette pratique de parole. C'est le premier point fort. Le deuxième, c'est que il éclaire à côté. Il ne se focalise pas sur les grands concepts de la psychanalyse, il éclaire à côté. Le meilleur exemple qui est central dans son livre, c'est le déplacement, l'infléchissement de la définition du phallus, dont on sait que ça pose tellement de problèmes aux psychanalystes depuis tellement longtemps. C'est quoi alors, Lacan a ouvert la porte en disant le phallus, c'est pas ce qu'on croit, c'est du symbolique, c'est pas seulement de l'imaginaire. C'est le représentant de la possibilité de désirer. Lacan a ouvert la porte et puis on a regardé avec intérêt cette porte qui s'ouvrait, sans très bien savoir quoi en faire. Qu'est-ce qu'on va en tirer? Est-ce que vraiment ça efface le phallus d'antan, celui défini par Freud? C'est là où Marc Lévy fait son pas de côté. Il dit, disons que ce pas de côté, c'est un pas en avant. Il fait ce que ne fait pas le héros de Kafka. Il n'est pas loin, jamais loin celui-là. C'est-à-dire que on lui dit à la fin, quand il est trop tard, la porte était ouverte, tu n'avais qu'à la pousser.
Marc, il pousse la porte. Et du coup, le nouveau paysage prend tournure. On voit quelque chose. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le phallus est une fonction, ça c'est la définition, c'est dans Lacan, qu'est-ce que ça veut dire? Le phallus a un représentant qui est l'organe qui peut être là ou faire défaut, être visible ou faire défaut, mais surtout, le phallus, c'est ce qui représente les moyens d'avoir un désir. C'est-à-dire de vouloir quelque chose et de s'efforcer d'en obtenir quelque chose et de trouver les moyens. Bémol, bien sûr, on est dans la psychanalyse, ces moyens, ils ne vont pas être parfaits, ils ne vont pas être ce qu'on aurait voulu, ils dépendent de ce qui vous a été imposé, de la place que vous avez occupée pour vos petits autres et vos grands autres, mais il y aura quand même quelque chose. Donc le problème n'est pas le triomphe du désir, mais qu'il y a eu du désir. À partir de quoi, bon, chacun avec les traces de son histoire, de ce qui lui est arrivé à lui, dans son corps. Il est question des étincelles des pulsions originelles, c'est ça? Comme ce qui est arrivé à lui dans son corps et pas seulement dans son âme, dans le rapport à ses parents. C'est un des autres points de la concrétude qui émane de tout le livre. On est dans le concret. La psychanalyse existe dans le monde. Il n'y a pas d'un côté la cure, d'un côté les gens qui s'intéressent à la psychanalyse et de l'autre côté ceux qui n'en veulent rien savoir. On s'aperçoit que les concepts, par exemple le concept de phallus, ils existent dans toutes les situations, analyse ou pas, reconnaissance ou pas, quels que soient les rôles attribués, les conceptions de la différence des sexes suivant les différentes sociétés. La psychanalyse, elle est là, elle existe. Alors, parole plus déplacement, c'est le déplacement de la parole, ça fait comme résultat, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, je ne sais plus, je vais prendre par un autre. Alors, ce livre, il est la suite du premier qui est paru il y a 15 ans pourtant, en l'étendant, il en étend la portée. Le premier livre avait critique de la jouissance comme une, repartait du moment freudien, lacanien, freudo-lacanien, où Lacan insiste sur la dimension de jouissance à la place, mais pour plus ou moins la jouissance à la place du plaisir. Et vous savez, je ne vais pas vous rappeler que ce qui s'est passé pour Freud, c'est qu'il s'est aperçu qu'il s'était trompé en croyant que le savoir partagé de l'analyste et du patient était le moteur de la guérison. Ce n'était pas ça, et après il a fallu patauger longtemps pour trouver quelque chose. C'est pour ça qu'il fallait un Lacan, une autre dimension dans la thérapeutique. Donc Marc reprend les choses à ce moment, le début du virage du troisième Lacan, c'est-à-dire là où la psychanalyse a l'air de se centrer sur la jouissance. Ça lui permet de remettre en place la recherche freudienne sur le principe de plaisir, donc quand même la première idée de la psychanalyse, l'histoire, vous parlez d'histoire de la psychanalyse, la première idée, le sujet égale la recherche du plaisir. Et les symptômes auxquels cette recherche donne lieu, puisqu'elle n'est pas acceptée par le monde politique, le monde social, etc. Eh bien non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Ce qui permet un changement, c'est cet arpentage de la parole. C'est-à-dire, autrement dit, les traces des expériences premières. Le retour
corps a été pris dedans. Et c'est une autre des insistances de Marc, c'est qu'il part toujours du corps. Par exemple, ce mouvement de Lacan de retour à la jouissance, il a commencé par le définir par l'insatisfaction. Il y a un statut de la jouissance qui est l'insatisfaction. Je cite Lacan. Ce rapprochement entre la recherche de jouissance et son résultat, l'insatisfaction, rapproche la jouissance de la pulsion, que Lacan a repensé en disant l'objet de la pulsion n'est pas prédestiné, il n'est pas là, il n'y a pas d'objet, l'objet il est construit par l'histoire, et donc il n'y a jamais de jouissance adéquate. Bon, vous savez tout ça, mais Marc va nous montrer comment ça passe dans le corps. Par exemple, en reprenant le thème de l'oralité. Vous le trouverez dans le livre. C'est pas un livre où on peut se repérer par tranche de savoir. C'est un livre associatif, même s'il y a un chapitre sur la pratique analytique, un chapitre que je vous recommande, parce qu'il y a vraiment de quoi se disputer, et c'est là-dessus que je vais conclure, sur la différence des sexes, la position différente suivant qu'on s'inscrit du côté homme ou du côté femme, et qu'est-ce que on appelle le côté homme et le côté femme. Ce sont des différences de jouissance, mais je vous laisse découvrir ça, parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà. Il y a une question que j'aimerais bien lui poser, et que je souhaite poser, c'est que à chaque fois que on sent que la pensée est encombrée par les habitudes contemporaines, les réflexes de pensée, les habitudes, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait le Marc Lévy? Il va chercher la pensée juive. Alors là, il y a une vraie question. Parce que il est quand même clair que ce n'est pas pour revaloriser le judaïsme, pour vous convaincre que le judaïsme a raison sur toute la ligne, qui fait ça. Pourquoi est-ce qu'il recourt sans arrêt aux exemples des patriarches, Sarah, les épouses, celles qui n'avaient pas d'enfants, toutes les matriarches étaient celles qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Pourquoi est-ce qu'il recourt à ça? Il m'a semblé, je n'ai pas osé lui demander, j'aurais dû, mais il m'a semblé que une raison était que dans la pensée juive, on est encore avant la science. C'est-à-dire dans un temps où le S1, le pouvoir, la confiance surtout, ça veut dire quelque chose. L'engagement personnel, ça veut dire quelque chose. On n'est pas encore dans ce monde de la science dont Lacan a montré que il n'y a plus d'emplacement. Rien ne peut jamais être à sa place parce que l'univers est infini et donc il n'y a plus de repères, il n'y a plus de fixité, il n'y a plus de repères. Pour un sujet, c'est une chose pénible, même si c'est une grande victoire de la liberté de penser ou de l'exploration du monde, c'est une perte. N'avoir rien, personne à qui se fier, à qui faire confiance, rien ni personne qui soit au-dessus de la valeur que vous vous attribuez vous-même, qui vous permette de penser autrement, c'est un malheur. Voilà, c'est peut-être... Il nous donne aussi les moyens de sortir un peu de ce malheur, en nous montrant, par exemple, qu'est-ce que c'est que se ranger du côté femme, qu'est-ce que c'est que se ranger du côté homme, qu'est-ce que c'est qu'un père, j'ai oublié le père, la redéfinition du père, je vais terminer dessus parce que c'est tellement essentiel dans son livre. Le phallus, on revient au début, le phallus, la définition du phallus représentant des moyens de réaliser son désir. Comment est-ce que un enfant, comment est-ce que ça vient à un sujet, les moyens de réaliser son désir? C'est là que le père retrouve une certaine fonction, sa fonction qui est, il faut qu'il montre à l'enfant que lui aussi a eu un désir et a pu faire avec. Et il
faut qu'il donne à l'enfant, je vous dis ça dans le désordre, mais vous le reconstituerez facilement, il faut qu'il donne à l'enfant des raisons à ces interdictions, qui soient des raisons de l'ordre du désir, qui ne soient pas de la loi générale, de l'universel, comment il dit le père Kant, des lois catégoriques, des principes sans exception, pas du tout. Il faut qu'il y ait du désir. Donc, la loi oedipienne s'énonce, tu ne posséderas pas cette femme, tu ne toucheras pas à cette femme parce que c'est la mienne. C'est une vieille invention de Marx, mais c'est le genre de choses que vous trouvez dans ce livre et que vous trouvez nulle part ailleurs.